Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Université de la Terre et à cette table ronde. Je suis Sébastien Maire, délégué général de l'association France Ville et Territoires Durables, qui réunit l'État et ses agences, des collectivités locales, des entreprises et des experts, et qui vise à repérer, rediffuser des outils, des méthodes, des exemples de réalisation ou de politique publique qui permettent deux choses en même temps qui vont être un petit peu transverses au débat qui va se tenir maintenant. Nous avons besoin d'accélérer les transformations et en particulier les transformations écologiques et énergétiques de nos territoires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de transformer, il faut le faire vite. Parce l'horloge tourne sur les questions de franchissement des limites planétaires. Mais d'autre part, on doit aussi en même temps, à travers les mêmes actions de transformation de nos villes et de nos territoires, les faire monter en résilience. Alors je pense que maintenant c'est plus un mot bizarre, résilience, tout le monde doit savoir ce que ça veut dire, mais regarder la réalité en face aujourd'hui, c'est accepter le fait que nos villes et nos territoires sont déjà et vont être de plus en plus confrontés à des enjeux auxquels ils et elles n'ont jamais été confrontés jusqu'ici. Ça n'est pas être anxiogène que de dire ça, bien au contraire. C'est en regardant la réalité en face que les acteurs publics, élus, fonctionnaires, mais aussi privés, les entreprises et les citoyens garantiront le fait que nos territoires soient bien résilients. Je vais donc avoir le plaisir d'animer cette table ronde et on va justement parler de solutions pour les villes et les territoires en transition. Et j'accueille donc à mes côtés Grégory Doucet, le maire de Lyon, vous pouvez l'applaudir. Emmanuel Desmézières, président de Bouygues Immobilier. Pascal Éveillard, directeur développement durable et construction, responsable du groupe Saint-Gobain. Thomas Salvant, directeur exécutif énergie et ville durable chez Aegis. Et là, vous vous dites, il y a un petit sujet de parité dans cette table ronde, non? C'est mal parti. Alors, merci beaucoup, Anna, d'être avec nous aujourd'hui. Anna Koenig-Hjelmlir, ancienne maire de Stockholm de 2018 à 2022 et qui nous accompagnera et interviendra dans cette table ronde. Bienvenue, Anna. Quand Anna interviendra, vous avez des casques qui sont à votre disposition sur les tables. Le canal 1 est pour l'anglais et le canal 3 est pour le français. Pour le cas où vous ayez besoin de traduction, il y a une traduction simultanée. J'excuse l'absence d'Emma Aziza, l'hydrologue spécialiste d'adaptation qui était inscrite au programme mais qui est souffrante ce matin. Je sais que beaucoup étaient certainement venus l'écouter aussi. Vous aurez d'autres occasions. Je propose qu'on démarre tout de suite par une question à Grégory Doucet. Vous êtes le maire écologiste de la ville de Lyon depuis 2020 et vous mettez en œuvre justement au quotidien des solutions pour la transition écologique. C'est le titre de notre table ronde. Mais est-ce que le sujet relève vraiment de solutions ou avant tout d'une gouvernance de la transition écologique qui soit un peu différente localement avec les différentes parties prenantes? Au bout de 5 ans, quel est votre bilan? Que pouvez-vous nous dire de votre action locale menée à Lyon, nous parler des actions que vous conduisez et des priorités que vous portez? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci. Merci pour cette série de questions. Alors, je ne vais pas vous faire le bilan en quelques minutes, ça serait long. Enfin, ça voudrait dire finalement on n'aurait pas réalisé grand-chose. Alors plutôt que de commencer par vous parler des actions, moi j'avais plutôt envie déjà de vous donner un premier exemple pour resituer un petit peu, j'allais dire le contexte. Vous disiez un peu plus tôt en introduction qu'il faut aller vite. En 1976, en juillet 1976, le journal local Le Progrès de Lyon titrait « Canicule insupportable, 34 degrés ». Voilà, en juillet 2023, en août 2023 précisément, on a eu 12 jours à 44 degrés à Lyon. Donc en fait, je vous dis ça, c'est qu'on ressent déjà dans nos corps la ville, son métabolisme, bien évidemment, sa végétation, ses habitants, eh bien, peuvent faire l'expérience de cette transformation du climat. Je
dis ça parce que cette accélération que vous évoquiez, nous la sentons, nous la vivons à Lyon. Et on essaye bien évidemment de la traduire par assurément une accélération aussi des politiques publiques qui visent à faire entrer la ville dans la transition écologique. Mais plutôt que de vous lister les actions, moi j'avais envie d'abord de vous donner des résultats, en fait. Parce qu'on fait des choses pour obtenir des résultats. Sur le principal front qui est celui de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, parce qu'on a accéléré tout un tas de mesures, et je les évoquerai un peu plus tard, mais on a réussi à baisser de 25% nos émissions depuis le début du mandat. C'est 2 fois plus vite que le reste du territoire national. Voilà. Et si je le dis, c'est pas simplement pour nous envoyer des fleurs à mon exécutif et à mon administration et à moi-même, c'est aussi pour dire qu'en fait, c'est possible. Voilà. Par contre, effectivement, il faut combiner des politiques publiques qui vont dans le même sens. Laissez-moi vous donner quelques autres illustrations. Depuis le début de ma mandature, depuis 2020, on a pu regagner 13 hectares sur le bitume. 13 hectares qui étaient auparavant minéraux, tout simplement, et qui sont redevenus du sol perméable, c'est-à-dire du sol où on a bien évidemment pu planter, mais surtout du sol perméable où les eaux pluviales peuvent tout simplement s'écouler. 13 hectares, c'est à la fois beaucoup de terrain de foot, en même temps c'est émaillé sur une ville de 48 km², donc c'est pas si énorme que ça, mais c'est très significatif si on regarde la tendance qui préexistait. Avant, tout simplement, le bitume, le minéral gagnait du terrain, et donc depuis 2020, au contraire, c'est la nature, c'est le sol perméable qui regagne du terrain. Pour vous donner quelques éléments aussi d'éclairage sur les mobilités, parce que c'est un des gros sujets sur les mobilités quand on parle de transition écologique, on a donné la priorité tout simplement aux piétons à Lyon. Donc on va bientôt mettre en place une zone à trafic limité sur le cœur de ville qui va donner de très larges espaces aux piétons, où vraiment la priorité leur sera donnée. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, il y a 2 jours, le journal The Economist, qui n'est pas connu pour être un grand repère d'écologistes, mais le journal The Economist classait la ville de Lyon au 5e rang mondial des villes les plus accessibles pour les piétons, et la première ville française accessible pour les piétons, à savoir que le déplacement à pied s'y fait confortablement, en sécurité, et surtout que les services, qu'ils soient publics ou privés, y sont accessibles. Et bien évidemment, c'est une priorité pour moi en tant que maire. Sur le front des transports en commun, on est en train, avec nos investissements, d'augmenter de 65% la capacité de nos transports en commun. Ce sont 3 nouvelles lignes de tramway, ce sont des tramways qui sont rallongés, un métro qui a été automatisé. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais notre objectif, c'est vraiment d'offrir des alternatives à la voiture en plein cœur de ville, et ça fonctionne. Et puis, j'allais dire, cerise sur le gâteau, on a aussi fait de très gros investissements sur la cyclabilité de la ville. Et depuis 2019, qui était l'année de référence, c'est 60% d'augmentation du vélo à Lyon. Certains même commencent à nous comparer avec Amsterdam. Je ne sais pas si c'est de bon augure, mais en tout cas, il est vrai qu'aujourd'hui, on commence à voir des embouteillages de vélos dans la ville. C'est assez surprenant pour ceux qui ont connu la ville de Lyon, avant tout embouteillée par les voitures dans les décennies précédentes. Donc, les choses sont en train de bouger. Le covoiturage, l'autopartage fait des bonds incroyables. Et ça a des traductions très concrètes, bien sûr, sur la baisse de nos émissions, mais aussi sur la qualité de l'air. Parce que pour la première année depuis des décennies, 2024, ça a été l'année à Lyon où nous sommes passés en dessous de cette fameuse barre fatidique des 40 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote dans l'air. C'est le dépassement quasi permanent, enfin en tout cas année après année depuis des décennies à Lyon, qui nous a valu, par exemple, l'obligation de mettre en place une zone à faible émission comme sur Paris. Voilà. Enfin, en 2024, nous sommes passés en dessous de la barre. On a baissé de 23% le dioxyde d'azote, de 11% les particules fines en 5 ans. Alors, c'est pas suffisant. Bien sûr, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin parce que la santé, c'est une des priorités que je me suis donnée, la santé des Lyonnaises et des Lyonnais. Mais on est effectivement sur des tendances extrêmement positives. Alors, je ne vais pas vous parler que de mobilité, vous donner aussi quelques autres éléments qui sont des résultats concrets. Avec une politique très volontariste de transformation de la restauration, notamment de la restauration scolaire. On est aujourd'hui à 65% d'alimentation d'origine biologique dans les cantines. Et ça en fait des repas, hein, ça en fait du bio dans les cantines, parce qu'on sert quand même 26 000 repas par jour dans les cantines lyonnaises.
Et puis on a pu faire passer toutes nos crèches municipales en 100% bio. Voilà. On y utilise aussi des couches compostables pour les petits. On y a enlevé tout ce qui relève des produits qu'on appelle des perturbateurs endocriniens pour être sûr que les bébés dans les crèches municipales lyonnaises puissent bénéficier d'un environnement extrêmement protecteur. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des chiffres et des exemples, mais dans votre question, il y avait aussi quels sont finalement les enjeux, quelles sont les grandes lignes d'action, les grands objectifs qu'on s'est donnés. Là, j'ai parlé de transition, mais la transition, elle sert un objectif. Elle sert bien sûr un objectif d'atténuation. On est là pour faire en sorte que le climat ne se réchauffe pas davantage, quand bien même nous sommes une goutte d'eau dans un océan, bien sûr, à Lyon, mais il faut aussi que cette goutte d'eau, elle puisse être portée. Mais la transition, elle vise aussi à adapter la ville. C'est ce que vous disiez un peu plus tôt, Sébastien. Elle vise à nous préparer à ce réchauffement qui est déjà là. Et c'est pour ça que je tenais à vous donner cet exemple de ces 2 canicules à quelques décennies d'écart, qui nous montrent déjà que l'on vit ce réchauffement à Lyon, que l'on ressent dans nos corps. Atténuation et adaptation, bien sûr, vont de pair. Ce qui est heureux, c'est que c'est souvent les mêmes actions qui nous permettent d'aller qui nous permettent de répondre à ces deux ambitions. Alors, moi, j'ai traduit ça dans quelques grands objectifs, notamment, bien évidemment, celui de la décarbonation, et dans le cadre d'un projet de la Commission européenne qui s'appelle 100 villes climatiquement neutres et intelligentes pour 2030, auquel d'ailleurs, je crois, Stockholm est aussi partie prenante. Nous sommes engagés à atteindre la neutralité climatique. C'est une neutralité carbone aménagée, mais on va dire neutralité carbone pour faire simple, d'ici à l'année 2030, ce qui est bien évidemment une ambition gigantesque que, bien sûr, en tant que maire, je ne réalise pas seul, parce que la ville de Lyon, en tant qu'entité, n'est responsable que de 5% de ses émissions sur son territoire. Donc il faut aller chercher les 95% restants. Alors comment on fait ? On travaille avec les entreprises du territoire, les associations, le milieu académique, et tout le monde se joint à cette initiative qui tend vers la neutralité carbone. Et on a créé ce qu'on a appelé une agora de parties prenantes, et chacun s'engage à atteindre la neutralité d'ici 2030. Pour faire très court, Sébastien, aussi 2 autres objectifs qui me tiennent particulièrement à cœur. J'en ai déjà évoqué un qui est fondamental pour moi, c'est de faire de Lyon une ville favorable à la santé. Je veux que dans ma ville, vivre en ville soit synonyme de bonne santé. Et pour ça, il faut de la nature en ville, il faut travailler sur la qualité de l'air, il faut travailler sur la qualité de l'eau, il faut travailler sur des mobilités actives, parce que oui, c'est toujours mieux de se déplacer à pied ou en vélo que dans un véhicule, tout simplement pour soi-même. Parce que, on fait un peu d'exercice et c'est bon pour la santé, tout le monde le sait bien évidemment. Donc la santé, c'est aussi un objectif primordial, et puis quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui résonne d'ailleurs avec le petit film d'introduction que vous nous avez montré. Je veux faire de Lyon la ville des enfants, à savoir une ville où chaque enfant puisse pas simplement, on va dire, grandir en bonne santé, mais aussi puisse avoir les espaces pour gagner en autonomie. Ça veut dire qu'il faut des espaces qui leur soient, qui soient pensés de manière à ce qu'ils puissent être en sécurité, qu'ils puissent s'aventurer, mais sans prendre trop de risques, qu'ils puissent bien évidemment avoir accès à une bonne alimentation, à des activités variées, que ce soit aussi bien des activités culturelles, sportives, etc. Donc on pense aussi aujourd'hui la ville pour qu'elle soit la ville des enfants. Alors, c'est pas simplement, bien évidemment, moi, je suis papa de 4 enfants, donc ce n'est pas simplement parce que je suis un papa sensible que j'ai voulu faire de Lyon la ville des enfants. C'est aussi parce que quand on fait la ville des enfants, quand on fait la ville pour les enfants, finalement, on fait la ville la plus inclusive qui soit, parce qu'on pense à toutes les plus grandes vulnérabilités. Et quand on fait la ville des enfants, on la fait aussi pour les seniors, pour les personnes handicapées, pour toutes celles qui ont des difficultés à se déplacer. Et donc, c'est véritablement en pensant l'inclusion ou l'inclusivité, comme on dit parfois, qu'on a ce projet de ville des enfants à cœur. Merci beaucoup. Ça fait du bien quand même, non ? Pensez pas ?
Parce que là, on vient d'entendre parler d'écologie, bien loin de l'écologie punitive, ce slogan sans queue ni tête qu'on entend parfois, c'est-à-dire l'écologie, elle est au service des gens, au service de la santé, et c'est peut-être plutôt l'absence d'écologie qui serait punitive dans un tel cadre. Je pense que ça fait du bien, en particulier dans le contexte national, international actuel, où on entend que les sujets écologiques, de survie du vivant, etc., pourraient être des sujets qui passeraient au second plan. On voit qu'au niveau local, en tout cas, ça continue. Et on le verra tout à l'heure, mais ce qui est très intéressant, et ça n'était pas prémédité, c'est que l'ancienne maire de Stockholm a des choses à dire exactement sur le même sujet. On voit que les élus locaux mettent en œuvre au quotidien cette amélioration de la vie des gens par leur politique locale. Vous avez aussi évoqué votre agora. Et cette nécessité de passer de logique délétère du XXe siècle basée sur la compétition entre acteurs, entre territoires, entre le public et le privé, à une logique de coopération, car seule la coopération nous permettra de répondre efficacement aux enjeux. Thomas Salvant, vous avez évoqué notamment la coopération avec le secteur privé, avec les entreprises, le monde de l'entrepreneuriat. Thomas Salvant, vous représentez ici un grand groupe international d'ingénierie. Vous bénéficiez par ailleurs d'une vision mondiale puisque vous intervenez un peu partout sur la planète. Et lorsque nous avons préparé cette table ronde, vous avez vous aussi insisté sur cette question de la coopération entre les différents acteurs de la chaîne, qu'ils soient publics, privés, professionnels, citoyens, et notamment, il y a une phrase que vous avez dite que j'ai bien aimée, qui était « Jusqu'ici, on a l'habitude de juxtaposer les solutions alors qu'on devrait plutôt les co-construire ensemble, ça serait bien plus efficace. » Donc ensemble, c'est notamment avec les collectivités. Est-ce que selon vous, vu du secteur privé, la coopération progresse ? Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais répondre à cette question en fait en deux temps. Un premier temps en vous partageant assez rapidement ce que nous faisons chez Aegis pour adapter la ville et plus largement le territoire au changement climatique. Et puis vous partagez ma conviction et ce que nous devrions faire pour accélérer, notamment face à l'actualité qui est pleine d'incertitudes. Très rapidement sur Aegis, puisque toutes et toutes vous ne le connaissez peut-être pas, Aegis est un groupe d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la construction et l'exploitation. On est 16e mondial. Sébastien l'a dit, on est présent dans plus de 100 pays, on a dépassé cette année 20 000 collaborateurs, des ingénieurs et des architectes, et on travaille dans plusieurs domaines, le domaine de la ville, du transport, de l'eau, de l'environnement et de l'énergie. Je travaille dans ce secteur depuis plus de 30 ans. Je l'ai vu se transformer progressivement, mais jamais aussi profondément et aussi vite que ces dernières années, sous la double révolution numérique et écologique que l'on vit tant en France qu'à l'international. Je trouve, comme je l'ai dit, que c'est plein d'incertitudes, mais c'est aussi assez fascinant. Chez Aegis, on a opéré une transformation depuis de nombreuses années, justement pour mieux servir la construction de la ville et sa transformation en interne d'abord. On forme tous nos collaborateurs à l'éco-conception, c'est-à-dire 7 thématiques obligatoires sur le changement climatique, la biodiversité, mais également les risques et l'adaptation et l'énergie et les ressources. On évalue tous nos projets, et je dis bien tous nos projets, en France et à l'international, pour s'assurer qu'ils aient autant que possible le moins d'impact sur leur environnement. Et puis, on développe des outils innovants, comme par exemple Eva Climat, qui nous permet de faire des diagnostics sur les enjeux climatiques et de proposer des adaptations face à ces enjeux, y compris jusqu'aux scénarios les plus négatifs ou pessimistes du GIEC, mais aussi en chiffrant le coût de l'inaction si on ne fait absolument rien. Ma conviction, c'est qu'on n'y est pas en fait. On n'y est pas collectivement. J'ai parlé des initiatives qu'Aegis a lancées, des expérimentations qu'ils ont faites. On n'est pas les seuls. Des collectivités le font, des grands industriels, des grands groupes de la construction, d'autres générés aussi. Mais en fait, on n'y est pas. On doit absolument changer le mode de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que sinon, on ne va pas réussir à accélérer. On a des actions, bien sûr, mais ces actions, aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes. Elles auront un impact, mais trop tard. Donc j'étais réjoui lorsque j'étais invité à venir participer à cette table ronde. Il y avait là 2 grandes métropoles, un grand constructeur, un grand industriel, une ingénierie. En fait, les principaux décideurs de la construction et de la transformation de la ville. Mais ce qu'il faut véritablement aujourd'hui changer, c'est notre mode de coopération.
La chaîne de production telle que l'on la connaît, telle qu'elle existe depuis des décennies, est suroptimisée. Elle est complexifiée par un champ de contraintes de délai, de coûts et de augmentation qui nous bride. Et il faut que nous réussissions à nous émanciper de ces contraintes et que nous travaillions collectivement pour que, dès le démarrage du projet, on puisse choisir des solutions durables pour construire une ville vivable et s'assurer surtout que ces solutions sont élaborées, développées tout au long du projet jusqu'à la fin. Trop souvent encore, vous vous souvenez du mot greenwashing qui existe depuis 30 ans, 40 ans, le greenwashing existe toujours. Et ce mode de collaboration, je veux prendre pour exemple Grand Paris Aménagement, qui a proposé un mode de consultation début février, dont les lauréats ont été désignés au MIPIM il y a quelques jours. Ce mode de collaboration proposait de construire un immeuble de logement plus adapté à ses habitants, et on sait combien aujourd'hui il y a une question sur l'adaptabilité du logement aux besoins, mais aussi plus adapté aux conditions climatiques de 2050. Mais ce qui est important, c'est ce qui suit. En questionnant les normes, les montages juridiques et les montages financiers traditionnels. Ce modèle-là appelle l'ensemble des acteurs clés dès le démarrage du projet à collaborer différemment et à questionner les modèles existants depuis des décennies qui nous brident et qui font qu'on ne se re-questionne pas sur notre rôle individuel au service du collectif. Et ça, c'est véritablement très important. On a, je crois, un engagement moral à pouvoir agir et bousculer en changeant ces modes traditionnels qui existent depuis des décennies. Je suis venu ce midi écouter une conférence avec un intervenant qui posait 3 questions. On arrête quoi? On arrête qui? On arrête quand? En fait, j'ai envie de poser la question différemment. On fait quoi? On fait avec qui? Et on fait comment? La question du quand, elle est déjà résolue. On est en retard. Merci beaucoup, très éclairant. Vous pouvez l'applaudir. Alors, on a eu le point de vue de l'ingénieur. On va maintenant se tourner vers l'industriel, justement, Saint-Gobain. Et vous avez évoqué, Thomas, notamment les questions juridiques. Et l'État a aussi son rôle à jouer dans cette chaîne globale en tant que régulateur, réglementeur. Et avec Pascal Éveillard, quand on s'est retrouvé sur un point dans la préparation, c'est que en matière de risque, notamment, ou en tout cas par rapport aux enjeux auxquels nos territoires sont et vont être de plus en plus confrontés, la réglementation nationale, elle met du temps à évoluer. C'est normal, il y a des procédures qui sont longues. Par exemple, un plan de prévention du risque d'inondation, ça prend des années à évoluer. Et en même temps, les phénomènes qu'on vit, eux, n'attendent pas. Et donc, vous vouliez évoquer ça, et puis peut-être d'une manière générale, n'hésitez pas à vous éloigner de ce conducteur pour réagir aux premières interventions que vous avez entendues. C'est à vous. Merci beaucoup. Oui, en effet, je travaille pour le groupe Saint-Gobain, qui est un groupe industriel qui qui développe, qui fabrique et qui distribue des solutions pour le bâtiment, pour la construction, avec l'idée de rendre ces bâtiments, ces constructions plus durables. Une des questions qu'on avait abordées aussi dans l'échange, c'était la place des bâtiments dans la ville et la contribution. Grégory Doucet a parlé beaucoup de mobilité, il n'a pas beaucoup prononcé le mot bâtiment. Or, le bâtiment a un impact considérable, sur l'empreinte environnementale des villes. À l'échelle globale, c'est 40% de la consommation énergétique, c'est 40% de l'empreinte carbone, c'est 50% de la consommation de ressources naturelles, c'est 50% des déchets solides, donc un impact environnemental, une empreinte environnementale extrêmement forte, sans parler d'empreinte sur la biodiversité, mais c'est également un impact social considérable, pour le meilleur ou pour le pire, je pourrais dire. Pour le meilleur, parce qu'on sait que quand on a un bâtiment qui a été conçu de façon durable, de façon convenable, on a des environnements intérieurs qui vont favoriser la bonne santé, la motivation, le bien-être. Et à l'inverse, malheureusement aujourd'hui, trop de nos concitoyens vivent dans des habitats précaires, avec des conditions de décence qui sont souvent extrêmement limites, voire très négatives. Beaucoup de personnes vivent dans des passoires thermiques. Trop de personnes ont un accès difficile au logement. La crise du logement est une crise française, européenne, en Amérique du Nord, partout. La difficulté à se loger est croissante. Donc une dimension sociale du bâtiment qu'il ne faut pas non plus oublier.
Donc ces enjeux environnementaux et sociaux, maintenant, sont en plus aggravés par les enjeux d'adaptation. Vient se rajouter une couche supplémentaire qui est qu'il faut faire face à des aléas climatiques de plus en plus extrêmes, de plus en plus imprévisibles, qui viennent à la fois menacer les biens et qui viennent menacer aussi les personnes. Donc on a un risque de coût à la fois économique et humain si on ne s'adapte pas, si on n'adapte pas en particulier nos bâtiments, qui est considérable. L'adaptation ou la maladaptation, la non-adaptation des bâtiments, on l'a vécu ces derniers mois. On l'a vécu avec la canicule quand on a vu les températures extrêmement élevées à l'intérieur des bâtiments, les universités ou les écoles qui ont dû fermer, les EHPAD dans lesquels on a eu énormément de difficultés à maintenir les occupants dans des conditions de vie convenables, avec un nombre conséquent de décès à la clé. On a vu toutes les inondations qui ont détruit énormément de biens immobiliers. On a vu en Californie les incendies qui ont détruit une grande partie de quartiers de Los Angeles. C'est un risque que l'on a aussi. Les incendies vont être de plus en plus nombreux, nos habitations vont être de plus en plus exposées. Donc un risque qui nécessite d'être pris en compte beaucoup plus qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. La bonne nouvelle, derrière ce tableau un peu sombre, c'est que les solutions existent. Et c'est ça qui est formidable dans le secteur de la construction, c'est qu'on a les solutions. On a les solutions pour décarboner, on a les solutions pour consommer moins de ressources, on a les solutions pour améliorer le confort des occupants et on a aussi les solutions pour adapter les bâtiments. Et Grégory Doucet disait tout à l'heure que l'adaptation va souvent de pair avec l'atténuation. C'est vrai, nombre de solutions dont on dispose aujourd'hui d'un point de vue constructif pour adapter les bâtiments aux aléas climatiques sont aussi des solutions qui vont permettre de réduire la consommation énergétique ou l'empreinte carbone des bâtiments. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc pourquoi est-ce que si les solutions existent, on ne les met pas en œuvre? Il y a plein de raisons pour ça. La première, c'est que, et c'est vrai, on va revenir sur les questions de collaboration, on a des solutions, mais elles ne sont pas forcément connues de tout le monde. Il n'y a pas forcément l'envie des différents acteurs de les mettre en œuvre. Le secteur de la construction, c'est compliqué entre le client final, le constructeur, le fabricant de matériaux, l'architecte, l'investisseur, une chaîne de décision qui est longue et complexe, des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Donc la collaboration, c'est aussi réussir à définir des intérêts communs, des intérêts convergents. Au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que l'adaptation, elle n'est pas encore intégrée dans les réglementations comme elle pourrait l'être. On regarde beaucoup dans le rétroviseur. Les réglementations, la plupart du temps, sont construites sur des données du passé. L'adaptation va nécessiter de regarder devant, d'anticiper les risques. Et ça, on n'y est pas du tout. Faire le bon choix de solution, c'est aussi ne pas raisonner de façon trop silotée, ne pas vouloir travailler que sur la partie confort d'été, réponse aux températures. Il y a plein d'aléas. Et le bâtiment est un système complexe qui va nécessiter d'apporter des solutions capables de répondre à plusieurs enjeux en même temps. On a la capacité de le faire, mais ça veut dire qu'il faut mettre de l'intelligence. L'intelligence, elle va venir de l'ingénierie, va venir de l'intelligence du client final, qui va aussi exprimer ses besoins. Donc il faut qu'on travaille ensemble pour mettre les solutions. Donc pour répondre à la question initiale, qui était est-ce que les réglementations sont suffisantes, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Le verre à moitié vide, c'est qu'elles ont commencé à prendre en compte tous ces enjeux, en particulier les enjeux d'atténuation. La France s'est dotée depuis 2011 d'un plan national d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, qui a commencé à permettre la mise en œuvre d'outils, notamment pour les collectivités locales, à travers les plans de prévention des risques naturels, à travers les SCOT, à travers les PLU. Il y a déjà des mesures qui peuvent être prises pour adapter notamment les bâtiments. Il y a également dans la réglementation RE 2020 des mesures qui sont prises pour améliorer le confort d'été. Par contre, ce qui manque encore aujourd'hui, c'est la capacité d'anticipation, donc se baser sur des scénarios qui projettent. Donc c'est le projet dont vous parlez tout à l'heure, raisonné par rapport à 2050, c'est intéressant. Le nouveau plan national d'adaptation prévoit de travailler avec un scénario plus 4 degrés à 2040, donc on va aller dans cette direction, heureusement. Derrière, les rénovations qui se passent aujourd'hui, malheureusement, n'intègrent pas suffisamment l'adaptation. On voit déjà le mal qu'on a à faire les rénovations qu'il faudrait au bon niveau. Il va falloir aussi embarquer l'adaptation. Donc il ne faut pas oublier la rénovation qui est absolument fondamentale. Et puis peut-être un dernier aspect, il faut que les politiques publiques déploient également des plans d'information et de formation.
On n'y arrivera pas si on n'élève pas le niveau de compréhension des enjeux et le niveau de connaissance des solutions dans la totalité de la population. Il faut créer la demande, il faut que les gens aient envie, soient demandeurs aussi de tous ces changements qu'on est capable de leur proposer. Merci beaucoup. C'est très clair. Vous avez notamment évoqué la question de la rénovation. C'est vrai qu'elle est centrale dans le passé, moins maintenant. Le domaine de la construction ou la chaîne industrielle autour de la construction était quand même très focalisée sur les bâtiments neufs. Et aujourd'hui, l'enjeu énergétique, écologique et sanitaire, c'est d'abord les bâtiments existants qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas prêts à encaisser des canicules à 50 degrés ou 45 degrés pendant plusieurs semaines, ce qui arrivera avant la fin de vie de ces bâtiments. Le chiffre qu'on donne souvent, c'est 80% du bâti qui devra supporter ces canicules en 2050, c'est le bâti qui est déjà là. Bon courage, par exemple, pour adapter ce bâtiment. Ça se devrait, les ingénieurs trouveront des solutions. Ça va justement beaucoup résonner avec l'intervention du patron d'un promoteur immobilier. Vous avez aussi parlé de l'importance vitale du logement, des personnes qui étaient mal logées, du rôle social du logement. Je crois que vous vouliez, Monsieur Desmézières, nous en parler également. Vous dirigez donc Bouygues Immobilier et dans la préparation, vous m'avez dit il faut bien avoir en tête que le promoteur n'est pas un problème, mais une solution. Et par rapport à ce que vous avez évoqué tous les deux, vous développez aujourd'hui vos activités avec des objectifs d'économie de matière et d'économie de territoire. Alors, économie de matière, économie de territoire pour un promoteur, c'est vrai que ça tombe pas sous le sens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, merci Sébastien de m'avoir invité à cette table ronde parce que j'ai envie de prendre la parole justement pour essayer, par rapport à cette image du promoteur qui nous colle un peu au basket, essayer de montrer ce qui est réellement notre métier. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai la conviction que le métier de promoteur qui est un métier d'ensemblier, c'est-à-dire qu'on fait travailler autour de nous, Thomas en a parlé, un ensemble de personnes, des sachants, des experts. On travaille pour le compte des collectivités, c'est le cas par exemple à Lyon, et on travaille pour un besoin de première nécessité qui est celui de loger les gens. Et ce logement, il est en manque en France de façon, à mon sens, criante. Mais ce que je regrette, en premier lieu, avant d'aller sur les sujets environnementaux, c'est qu'on n'ait pas un constat partagé, à la fois avec l'État, avec ses agences, avec les acteurs du logement. On est entre l'USH à 520 000 logements nécessaires par an, la FPI à 500 000, et puis l'ADEME peut être en dessous de 300 000 sur certains scénarios. Et donc, ce serait déjà important, dès le départ, d'avoir une vision partagée sur le besoin en France, quand on sait qu'il y a, et ça c'est factuel, 2,8 millions de personnes qui sont sur liste d'attente pour obtenir un logement social. Et ce besoin, il faudrait le cartographier sur le territoire parce que les besoins ne sont pas identiques partout, ou en tout cas, il faudrait organiser la cartographie pour éventuellement flécher des zones de développement. Et puis, il faut aussi l'analyser, le caractériser. C'est-à-dire que la typologie des logements, elle évolue aussi avec la société elle-même et les ménages, l'évolution des ménages. Donc ce métier, oui, j'ai la conviction qu'il est très utile parce qu'il permet d'intégrer cet enjeu de logement en adressant les grands enjeux écologiques et en particulier celui de l'adaptation. C'est-à-dire que si on veut économiser le territoire et préserver nos espaces naturels qui sont essentiels pour la biodiversité, il faut savoir construire là où on a du terrain artificialisé, du terrain imperméabilisé, là où les services sont déjà présents, là où les commerces sont là, la santé et l'éducation. Et donc c'est dans les villes, dans des grandes villes comme à Lyon, on le fait avec les équipes de Grégory Doucet, j'y reviendrai, mais aussi dans des villes moyennes. Et pour cela, il faut rendre à la fois la ville confortable et la ville fonctionnelle. Et donc la ville confortable, c'est une ville qui est à la fois fraîche, et c'est une ville qui est sèche également. Et sur la fraîcheur, on travaille beaucoup sur la végétalisation de nos quartiers, de nos îlots. Et ce rapport à la nature, il permet d'une part d'avoir un agrément, mais au-delà du côté ornemental de cet enjeu, c'est surtout cette capacité à traverser des périodes caniculaires en étant protégé. Et donc cet espace vert, il est partie intégrante d'un projet urbain et il fait partie de la conception initiale du projet. Un exemple, ce que l'on travaille à Lyon avec les équipes de Grégory Doucet, sur une friche industrielle qui était l'usine Nexens, on est dans le 7e arrondissement, on est au cœur de Lyon, un terrain de 4 hectares.
on vient concevoir un projet urbain qui va permettre de loger plus de 600 ménages, étudiants et ménages, toutes classes sociales confondues, du logement social, du logement étudiant, sociaux et libre, et aussi du logement pour les familles. Et donc, on loge 600 familles et on vient réaliser un parc qui sera accessible à tous les Lyonnais d'1 hectare. Alors, c'est peut-être pas 1,5 hectare, c'est plutôt 1,2 hectare, mais avec aussi des espaces qui seront privatisés au pied des immeubles. Et donc, cet enjeu, il est très important pour nous. Je ne veux pas le dissocier de l'atténuation, parce que pour être légitime aussi pour construire, il faut intégrer cet enjeu carbone. Quand j'avais rencontré Grégory Doucet en 2020 dans son bureau, il m'avait dit, voilà, Lyon, c'est neutralité en 2030. Bon, en tant que professionnel, j'avais trouvé ça un peu raide comme pente à gravir. Il m'a dit, mais essayez, vous verrez bien, au moins il en ressortira quelque chose. Donc on s'est mis dans cette logique-là. On était parti déjà, et on le fait valider par rapport au greenwashing. Je crois que c'est important d'avoir des tiers de confiance aussi qui valident les actions. Et donc c'est le SBTi qui valide notre trajectoire carbone. On la mesure tous les ans. On a un objectif de la diminuer de 28%. Donc je sais que c'est pas encore assez, mais après on sera légitime pour compenser un peu. Et donc c'est très important aussi de construire avec des matériaux biosourcés. C'est du bois, c'est de la pierre de taille massive, et c'est des bilans carbone qui ont diminué de 30% par rapport à il y a 10 ans. Et on va faire encore 30% pour demain. Donc voilà pourquoi on est dans une économie à la fois de territoire, parce qu'on construit en ville, on désimperméabilise, on renature des zones qui étaient complètement artificialisées. Et puis on le fait avec cette économie de matière, on réhabilite quand on peut le faire, mais on construit aussi avec des matériaux bas carbone. Très intéressant, vous avez... je vous en prie. C'est quand même un virage important dans le monde de l'immobilier et de la construction que de considérer de plus en plus l'existant à remettre sur le marché, à rénover, à raviver, plutôt que le neuf en extension. On voit bien qu'il y a une évolution forte aussi du côté de la sphère privée sur ces questions-là. Et pour mettre en relation, par exemple, les 2 800 000 demandeurs de logements sociaux que vous avez évoqués avec le patrimoine vacant en France, on a 3 millions de logements vides en France. 3 millions de logements non occupés. Alors, ils sont non occupés pour un certain nombre de raisons. Hein. On n'arrive pas à les remettre sur le marché, mais se préoccuper de l'existant... Parce que ces 3 millions de logements, ils ne sont pas là où ils sont nécessaires. Tout à fait, c'est pour ça. Et donc, il y a vraiment cette idée de, peut-être, ce qui revient aujourd'hui beaucoup, c'est l'aménagement du territoire pour dire, et si l'emploi allait là où les logements sont, plutôt qu'à chaque fois que l'emploi bouge, on doit changer de logement. Voilà, il y a toutes ces réflexions, notamment sur le retour, peut-être, d'une forme d'aménagement du territoire au niveau national. Alors, bon, c'est parfois bien pris, mal pris. Faut-il le retour des datars? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, une certaine logique d'aménagement du territoire national et local. Anna, vous nous entendez toujours? Quel temps fait-il à Stockholm? Hi everyone. Yes, I'm so sorry I don't understand French. I think it's the most beautiful language in the world. But I did understand the mayor of Lyon when he talked about the child-friendly city and the plan to be climate neutral by 2030. And that's something that really resonates with me as well, representing Stockholm. Thank you very much. But just to be sure, you got a live translation at the moment? Unfortunately not, but I am with you, so... Est-ce que tout le monde parle anglais dans la salle? Donc on n'a pas traduit le début de la table ronde pour Anna. Je pensais qu'elle bénéficiait d'une traduction en simultané. So I'm very sorry if you didn't get the translation. So I'm going to ask you the question in English and I hope that it will be translated for the people here. Vous pouvez me le confirmer à la régie que si on parle en anglais ici, les personnes ici reçoivent la traduction? Je pense que c'est bon, de toute façon... C'est confirmé, formidable. So firstly, if you want to react to what just said, be free. I understood that you just got a little bit of it, but it's maybe enough. And back to the rule of a mayor in a big city, the mayor of Lyon had a speech earlier that was very close to yours when we prepared together, especially when he talked about health as the main lever to promote ecology. Can you tell us how you managed that in Stockholm a couple of years ago? Yes, thank you. No, but I can
relate to what the mayor was saying, the little bit I understood, because when you are in charge of a city, if you're a mayor, the citizens often complain about the visible problems in the city. It could be potholes on the street, littering, it could be road excavation, the problems they meet in their daily life. But air quality, rising CO2 levels, or loss in biodiversity are not always as apparent for the citizens in the same way. It's just when you have a severe crisis as flooding or heat waves or wildfires that we have this sense of urgency. So therefore, one of our biggest challenges was actually to convince the residents and the citizens to participate in the green initiatives. Because change, we notice, could be scary, and people worry about cost, convenience, or just to breaking old habits. So instead of imposing policies from the top down, we started a conversation. We talked about what really matters to the people in our city. Climate action is not just about abstract targets, but it was about cleaner air for children to breathe. It was quieter streets in our neighborhood and healthier lives in general. So people started to understand that going green could actually improve their quality of life. And they were quite eager then to jump in. So we built it not on imposing an agenda at the people, but actually creating it with them by listening to their concerns, but also highlighting the benefits of how they could feel here and now. So we used the bottom-up perspective. And as a city, we were quite inspired by what some cities have done using sensors. In London, for example, they put sensors on the children's backpack, and suddenly the air quality data became transparent to the parents. And the parents actually started, to ask the politicians, you have to do something about the bad air quality for our children. And it's the same in Stockholm. So we used the sensors on the bicycles, so they could also have real-time data that suddenly were transparent. And we pushed a bottom-up perspective again. So I think, as the mayor of Lyon also talked about, to framing it as a health issue really reframed and changed our approach and the support for our initiatives. Suddenly, our initiative felt less like sacrifices and more like investments in people's health. For example, studies show that people who take the bike reduce the risk of cancer a lot, and those who spend time in nature also boost their mental wellness. So this is tangible results. By connecting the dots, we could see that a climate-friendly city is also a healthy city. So we won over many skeptics. When we talk about schools, we rolled out a program when it comes to food, a new food program for our school students, but also for the elderly. And suddenly, when we start talking about, children eat better, more healthier, they also improve their results in school. They also perform better in schools. The support amongst parents increased. It was much more difficult when it comes to the elderly to reduce the meat. But then we talked about the malnutrition and about the health positive sides of having a more green diet also for the elderly. And that also became much more support after that. And we introduced, of course, the summer streets. We took away the parking lots, as many cities do, and a more friendly, children-friendly public squares. And of course, in the beginning, it was heavily criticized. We took away the parking lot and it was criticized. But in the end, when people noticed that the restaurant could move out on the street, the children were safe, it was much more vibrant, more eyes on the streets. So it became safer because the criminality was decreasing. All these positive benefits actually also went then to actually permanent
from the beginning, temporary measures in our streets. So each project was actually communicated not in technical terms or reforms, but in terms of the benefits for the people. It was less congestion, cleaner air, and safer streets. And when people literally can see and feel the difference, it could be clearer skies, vibrant parks, lively streets. It reinforces a sense of collective accomplishment. And that brings me to a crucial point, encouraging behavior change, both at the individual, but also at a collective level. So we understood that it's not enough to have just to build bike lanes or start programs. So we need people to embrace new habits. So we made sustainable choices, easy choices. The city provided practical incentives and tools for individuals. For example, we ran information and campaigns and challenges between districts, who could recycle most or who could save most energy. In one innovative project, so we had household who was giving an app and a device that also could use and measure the energy in real time. So simply by seeing consumption displayed, families became more conscious and starting to adjust their habits, doing laundry at off-peak hours, turning off devices in use, because they could see the impact in both their carbon footprint and their electrical bill. So empowerment was actually the key. We were not just telling people, save energy because it's good for the planet. We were saying, here's a gadget. Let's take control and save yourself some money while helping the planet in the same way. When people feel more empowered rather than lectured, I think their behavior really, truly starts to change. So I think with all these, sustainability became a shared value, not a top-down mandate. And the city ecological transition became our collective project, rooted in our everyday choice of thousands of people in our city. And I think that that's been the success of lasting change. Thank you very much. We can applaud her. Thank you, Anna, for such relevant and concrete examples. And you can't imagine how it's close to what Grégory Doucet just said a few minutes earlier. So I'm going to get back to you. Je vais switcher en français aussi peut-être. Je vais revenir vers le maire de Lyon, à la fois peut-être pour avoir une réaction sur tout ce qui a été dit, mais je retiens quand même une chose, une sorte de leitmotiv. La transition écologique et l'adaptation ne sont plus des sacrifices, ce sont des investissements pour notre santé. Et l'autre mot qui est beaucoup revenu dans les propos d'Anna, bénéfice, bénéfice, bénéfice. Habituellement, on ne parle pas d'écologie comme ça. Non, alors on essaye d'en parler comme ça. D'autres en parlent différemment. Vous savez, mais malheureusement, on entend plus souvent, et ça fait plus de bruit, un arbre qui tombe qu'une forêt qui pousse. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de donner à voir cette forêt qui pousse. En tout cas, dans ce que disait Anna, il y a quelque chose que je trouve très intéressant et qui est fondamental. Il faut rendre visible ce qui est fait et les résultats qu'on obtient. C'est pour ça d'ailleurs que, mesdames et messieurs, j'avais commencé mon propos en vous disant, voilà, en fait, bien sûr, je peux vous parler de toutes les actions qu'on met en œuvre, mais ces actions, elles doivent obtenir des résultats concrets dans la vie des gens. Alors moi, je vous ai cité quelques chiffres, quelques indicateurs, quelques paramètres, mais effectivement, rendre visible pour tout à chacun, c'est fondamental. Alors, chère Anna, je me permets, vous m'excusez, je fais une petite aparté avec Anna juste un instant. Nous, on n'a pas fait comme à Londres, on n'a pas mis des capteurs sur les sacs à dos des enfants pour pouvoir identifier quel était le taux de pollution dans la ville. Mais par contre, la Tour InCity, qui est une des grandes tours lyonnaises, eh bien, indique tous les soirs qu'elle est, par un code couleur, qui est le code couleur d'Atmo, qui est notre association qui nous dit
chaque jour quelle est la qualité de l'air à Lyon, eh bien par un code couleur, chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais peut savoir quelle est la qualité de l'air dans notre ville. Donc c'est une façon aussi de rendre visible eh bien, ce qui ne l'est pas, parce que quand même parfois la pollution peut avoir une odeur, elle ne l'a pas toujours, en tout cas le dioxyde d'azote ou les particules fines n'en ont pas, et pourtant ce sont les polluants qui affectent le plus notre santé. Donc rendre visible, ça c'est fondamental. Donc pour rendre visible, ça veut dire qu'il faut mesurer. Il faut aussi mesurer tous les bénéfices, effectivement, que l'on arrive à générer par des politiques publiques. Et ça, c'est fondamental. D'ailleurs, si je me permets une petite parenthèse, et là, je m'adresse aussi aux entrepreneurs que vous êtes, messieurs, qui avez, je suis sûr, dans vos entreprises, déjà mené des exercices de pilotage du changement. Parce que la transition écologique, ce n'est qu'un grand changement de nos modes de vie. Pour construire, se déplacer, s'alimenter, etc. Donc comment est-ce qu'on pilote du changement ? Bien, s'il n'y a pas d'outil de mesure, on n'arrive pas à voir où on en est, on ne sait pas si l'effort qui nous reste à faire est gigantesque ou tout petit, et ça, la mesure du changement, c'est un des facteurs clés de succès de la transition. Et je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez justement de la forêt qui pousse et de combien elle pousse. Et on ne regarde aujourd'hui que les arbres qui tombent et que les mauvaises nouvelles. Il faut aussi qu'on se dise, la transition dans notre pays, quand bien même elle rencontre des difficultés, Thomas, vous avez raison, elle n'est pas encore, on n'a pas encore mis en branle tout ce qui devait l'être, mais il y a des progrès qui sont réalisés. Moi, je peux vous parler de Lyon, Emmanuel en a parlé aussi, mais je connais des tas d'autres territoires qui, en France aussi, à commencer par la ville de Paris, qui ont engagé d'énormes changements, et cela produit des résultats. Il faut aussi qu'on en parle davantage. L'autre point, c'est la question le point qu'a aussi soulevé Anna, c'est qu'il faut que les gens, vous, ici, mesdames et messieurs, puissiez avoir du pouvoir d'agir. Anna parlait d'empowerment, c'est effectivement le mot qu'on utilise en anglais, mais le pouvoir d'agir, il est fondamental. Il faut que tout à chacun puisse avoir la possibilité de prendre sa part. Bien sûr, avec ses moyens, tout le monde ne peut pas envisager de faire, je veux dire, le même effort. Mais il faut que chacun puisse avoir la possibilité d'agir. À titre d'exemple, et ça ne relève pas d'ailleurs que du champ de la transition écologique, nous avons mis en place, comme ça se faisait dans d'autres communes en France précédemment, nous avons mis en place depuis quelques années un budget participatif à Lyon. On a été très ambitieux, on a mis 25 millions d'euros d'investissement, enfin de capacité d'investissement sur la table. Et donc, le budget participatif, c'est très simple, hein. Des gens, alors des individus ou parfois des groupements, parfois c'est même des associations, décident de présenter un projet. Le projet, alors nous, on valide bien que c'est un projet qui relève d'investissement. Et puis ensuite, eh bien, sur une plateforme numérique, les gens vont voter. Ils vont dire, ah, moi, je préfère tel projet plutôt que tel autre. Et puis, les projets qui eh bien, ont le plus de votes, eh bien, la ville les met en place. Alors, il y a des projets qui sont, en général, très localisés et très simples, mais qui viennent précisément apporter ici et là un peu plus de qualité de vie. Et très souvent, on voit que la majorité de ces projets, en fait, sont des contributions directes à la transition écologique. C'est dire, et c'est pour ça que moi je suis un maire très enthousiaste, c'est dire si, eh bien, j'allais dire les gens, mais vous aussi ici, parce que je sais que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez déjà acquis cette conscience. Eh bien, tout à chacun a envie de faire quelque chose. Donc il faut que nous, et je considère que c'est d'ailleurs une de mes missions, eh bien que nous, élus, nous fassions en sorte que chacun puisse pouvoir agir concrètement sur sa vie. Et c'est important parce que dans les moments que nous sommes en train de traverser qui sont chargés d'incertitudes, ça a été évoqué, où c'est vrai, on a des raisons objectives d'être inquiets pour notre avenir. Mais je veux dire, une fois qu'on s'est dit ça, bon, on ne va pas aller bien loin. Eh bien, faire face aux incertitudes, eh bien, ça se règle d'abord par, tout simplement, eh bien, la mise en mouvement, l'action. En tout cas, moi, j'y crois, et c'est ce que j'essaye de faire à la fois, bien sûr, en tant que maire, avec les politiques publiques que nous menons, mais aussi en faisant en sorte que tout à chacun puisse avoir, eh bien, sa part à prendre. Si vous me le permettez, Sébastien, je voulais juste dire un mot en rebond à ce que Pascal disait sur le bâtiment, parce que vous avez raison. Je n'ai pas parlé de bâtiment en introduction, mais assurément, c'est une des préoccupations. Pas plus tard que ce matin, avant de prendre le train pour venir ici, figurez-vous que eh bien, je présidais une réunion qui visait à entériner les grandes décisions qu'on avait à prendre pour la rénovation d'un parc, du plus ancien parc de HLM lyonnais, qu'on appelle la Cité Jardin, que vous connaissez sans doute, Emmanuel, dont on vient de fêter le centenaire.
hein, bâtiment construit en 1924. À l'époque, la transition écologique, ce n'était pas le sujet. À l'époque, il s'agissait de sortir les ouvriers des industries lyonnaises des bidonvilles. Donc on a construit ce qu'on appelait à l'époque des HBM, de l'habitat bon marché. Et cette fameuse cité-jardin, elle avait été conçue de manière assez géniale à l'époque, parce que comme son nom l'indique, c'était à la fois de l'habitat et en même temps déjà un jardin. Il y avait déjà une conscience au début du siècle précédent de la nécessité que la présence de la nature soit là, soit autour de l'habitat. Et d'ailleurs, pour compléter aussi ce que vous disiez, Emmanuel, la présence de la nature, ce n'est pas que l'ombre en été. C'est comme le dit l'OMS, une contribution directe à la santé de tout à chacun. L'OMS dit qu'il faut qu'il y ait par habitant dans les villes 12 mètres carrés d'espace de nature à proximité de chez soi pour vivre en bonne santé physique, mentale et sociale. Donc on a besoin d'espaces de nature tout simplement pour être en bonne santé. Tout simplement. Ce n'est pas si simple que ça, bien sûr. Et pourquoi je vous parle de la cité-jardin, donc de ces logements HLM, c'est qu'en 1924, quand ils sont construits, l'objectif c'est quoi? On sort des bidonvilles. Il a fallu attendre les années 90 pour que dans ces habitats, en plus des toilettes, on y installe des salles de bain. Vous vous rendez compte? Jusque dans les années 90, les gens qui habitaient dans ces HLM n'avaient pas de salle de bain dans les logements. Et donc, 90, c'était il y a une trentaine d'années. Vous imaginez bien que la question de l'efficacité énergétique du bâtiment n'était pas non plus à l'ordre du jour, puisqu'il s'agissait déjà de remettre des salles de bain. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est plus de 500 logements dont nous lançons la rénovation. Et là, on a besoin effectivement de toutes les techniques modernes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on fait du matériau géosourcé, donc plutôt de la pierre, du matériau biosourcé, plutôt du bois, de la paille, du chanvre pour isoler. Bien évidemment, on fait attention aux jardins qui existent déjà, mais on fait attention aussi au réemploi, parce que le réemploi, c'est aussi une façon de limiter les émissions de gaz à effet de serre quand on construit ou quand on rénove. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, Sébastien, 80% des logements que l'on va habiter en 2050 sont déjà là. Et ça, c'est nouveau par rapport, on va dire, au métier de constructeur ou de promoteur d'il y a quelques années. C'est que c'est vrai qu'auparavant, on s'attachait beaucoup à la construction. Et moi, en tant que maire, je m'attache à la construction. Parce qu'il faut faire du logement social. Et vous le savez, effectivement, Emmanuel, à Lyon, on est quasiment aux 25% de la loi SRU, mais on n'y est pas encore. Donc on a encore besoin de faire beaucoup d'efforts. Et maintenant, aujourd'hui, quand on construit bien du premier coup. On essaye de faire le bâtiment le plus vertueux. Mais on doit aussi s'attaquer aux 80% qui sont déjà là. C'est vrai pour les bâtiments d'habitation. C'est vrai aussi pour les bâtiments de service public. Moi, j'ai un tiers de mes investissements sur ce mandat qui sont consacrés à la transition écologique pour l'efficacité énergétique et thermique des bâtiments. C'est 400 millions d'euros qui sont consacrés sur cette mandature à Lyon par la ville, aux écoles, aux crèches, aux bâtiments publics en tout genre, et notamment aux équipements sportifs. Un gymnase, vous savez, c'est très énergivore, et je ne vous parle pas d'une patinoire. Donc on a investi des dizaines, des centaines de millions d'euros pour rendre nos équipements beaucoup plus performants. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une quand même si tout ça coûte beaucoup d'argent, la bonne nouvelle, c'est que ça nous permet aussi de faire énormément d'économies. Voilà. On a baissé de 25% nos dépenses énergétiques grâce à ces millions d'euros d'investissement que j'évoquais plus tôt. Cette baisse de nos consommations énergétiques, alors dans un contexte d'augmentation du prix de l'énergie, ça ne se voit pas beaucoup dans nos comptes, mais en tout cas, c'est une dépense que nous n'aurons pas à faire, et ça, c'est heureux. Et c'est donc encore une fois que la démonstration que la transition, quand on s'y prend, j'allais dire, bien sûr, mais quand on accélère le mouvement, ça porte ses fruits. Merci beaucoup. Alors Emmanuel, on va passer maintenant la table ronde s'intitule « Solutions ». Et en général, quand on rentre avec cette idée qu'il y a une solution qui peut marcher partout, on fait souvent fausse route. Et je crois qu'on va passer à une petite séquence. Il existe aussi des fausses bonnes solutions, ou plutôt chaque solution doit être adaptée à son contexte et à son territoire. Je crois que vous vouliez en parler, et notamment parce qu'on se pose souvent la question, quand on a un bâtiment ancien, faut-il le démolir et reconstruire vertueux, ou l'adapter, quel sera le meilleur bilan carbone, etc. etc. Et puis vous m'avez aussi parlé de diversité de formes d'habiter, diversité de matériaux, et je crois que vous avez notamment un exemple très intéressant, vous reconstruisez en pierre de taille dans une petite commune.
En fait, on est vraiment sur une conception sur mesure. Effectivement, ça dépend du besoin, ça dépend du lieu où on se trouve. Et la conception, elle se forge avec ces hypothèses-là au départ. Et donc, on utilise beaucoup le bois en façade, en particulier avec ces façades à ossature bois. Mais la pierre est une solution. Et on a aussi un contrat avec un nouveau cimentier qui s'appelle Hoffmann, qui permet de diviser par 2 le ciment en matière d'émissions de gaz, parce qu'il n'y a pas de clinker. Et donc, toutes ces solutions se combinent, en fait. Elles ne s'opposent pas, elles se divisent pas, au contraire, elles se combinent. Et il faut les mesurer. Moi, je rebondis sur le sujet de la mesure. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, des entreprises, la mesure, on s'est mis assez tôt sur ce sujet-là, sur tous les critères économiques, avec toute la compétition que ça peut entraîner derrière, et puis les limites de ce système. Mais si on peut au moins retirer de cette séquence-là, pour la future, sur les sujets écologiques, que cette mesure, elle nous fait progresser, ce sera quelque chose de très important, parce que ça donne du sens aussi aux gens qui font ce métier-là. Je prends un exemple sur la mesure, sur les enjeux du réchauffement climatique et des écrins de fraîcheur, en tout cas de ce qu'on essaie de concevoir comme tel. Sur Gerland, toujours, on a établi un jardin. C'est à Lyon-Gerland. Ouais, sur Lyon-Gerland, on a un jardin expérimental à la limite de la R&D où on mesure au niveau climatique l'abaissement de température en phase caniculaire. Et on est entre 3 et 6 degrés. Donc c'est très factuel ça. Et pour le promoteur que nous sommes, c'est un élément commercial même. C'est-à-dire qu'on propose et on s'engage parce que la mesure est là sur un abaissement de température et avoir une fraîcheur, y compris dans des phases estivales. Donc ça, c'est très important. De la même façon, avec un système tensiométrique, on arrive au niveau du système racinaire des végétaux, on arrive à mesurer la quantité nécessaire en eau en fonction de la pousse du végétal. Et entre 2023 et 2024, on a diminué de 30%. Et on pense que dans 3 ans, il n'y aura plus besoin d'arroser. Ça, c'est très important également. Et donc cette mesure, elle nous permet de progresser, y compris sur ces sujets environnementaux. Moi, c'est vrai que sur la construction, on intègre tous ces outils qui sont devant nous. Après, on voudrait le faire, et c'est un autre sujet, mais on pourrait l'aborder aujourd'hui, sur l'acceptation collective de la construction en ville quand elle est nécessaire. On a quand même face à nous une opposition que l'on peut ressentir, nous, étant partie prenante de ce métier, comme une forme d'égoïsme citoyen. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit capable d'avoir un consensus que l'on fait quand même avec la plupart des élus, et on l'a beaucoup fait à Lyon, une phase de concertation, une phase d'écoute, et ensuite il faudrait qu'on puisse dérouler avec plus d'efficacité. C'est-à-dire qu'on a des projets qui sont beaucoup trop longs. On est sur une échelle de 10 ans. À Cagnes-Villette, on est sur la Côte d'Azur, au bord de la mer, et donc là, la période caniculaire, elle est c'est pas 40 degrés, ça monte même au-delà. On a mis 10 ans pour sortir un projet avec un maire constructeur, un maire qui se bat pour le faire sortir. Et là, je crois qu'il faut que collectivement, on se mette autour de la table pour regarder quelles sont les bonnes solutions pour que, à la fois, le projet, il apporte évidemment aux gens qui en ont besoin, mais aussi aux gens du quartier et puis aux gens de la commune, et qu'on puisse, une fois qu'on est tous d'accord autour de la table, avancer dans de meilleures conditions avec plus d'efficacité. C'est très clair, merci. Pascal, un autre lieu commun concernant les matériaux, donc une des grandes activités de Saint-Gobain. On a eu des effets de mode concernant la transition écologique et l'utilisation des matériaux, et peut-être qu'on est toujours un peu dedans. À un moment, on disait, pour être vertueux, il faut du bois partout. Après, on a eu la période, il faut du biosourcé partout. Maintenant, on rentre dans la période, il faut du réemploi partout. Mais est-ce que le tout quelque chose est bien pertinent et surtout résilient? Et est-ce que ce n'est pas dans une approche de diversification des matériaux ou de diversité des matériaux qu'on trouvera davantage de solutions? Je pense que tout ce qui consiste à dire que si on fait ça, on a tout bon, généralement c'est faux. Les raccourcis, les lignes droites entre deux points, malheureusement, ce n'est pas la réalité des choses. Le bâtiment, c'est un compromis, c'est un ensemble de compromis. Donc c'est pour ça que collaborer, notamment en phase de conception, alors que ce soit sur un projet de rénovation ou un projet de construction neuve, avec l'ensemble des parties prenantes pour définir le cahier des charges performantiel, mais aussi le cahier des charges environnemental, le cahier des charges d'un point de vue confort, le cahier des charges économiques, c'est absolument essentiel.
parce qu'il y a un compromis à trouver entre tous ces éléments-là, sachant qu'on arrive à montrer qu'il est parfaitement possible, et les témoignages sont intéressants, de réconcilier l'environnemental, le social et l'économique sur les projets. Et souvent, les solutions qu'on va mettre en œuvre, elles vont être à la fois bonnes pour les personnes et bonnes pour l'environnement, si vraiment on a ce projet-là en tête dès le départ. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment accepter l'idée de trouver les meilleurs compromis. Et un bâtiment, c'est un système complexe où il faut gérer énormément d'exigences qui sont parfois contradictoires. Donc il faut avoir les solutions qui répondent à ça. Donc l'idée qui consisterait à dire si on fait du bois, on aura tout bon, bah, malheureusement, c'est pas complètement vrai. Parce que si on parle de l'adaptation, on sait qu'à un moment, les questions d'inertie sont importantes. On a vu que des constructions en bois, qui sont des constructions plus légères, peuvent avoir des problèmes d'inertie. Donc comment est-ce qu'on amène l'inertie? Souvent, c'est à travers des éléments en béton dans le bâtiment. Sur les matériaux biosourcés, les matériaux biosourcés se développent. Saint-Gobain en vend, Saint-Gobain en fabrique. J'ai été le premier qui a introduit dès 2004 de la laine de chanvre chez Isover. Donc on n'a pas du tout d'opposition à ces matériaux-là. Par contre, comme tout matériau, il faut les évaluer correctement. Le matériau parfait n'existe pas. Donc ayons aussi des approches rationnelles, scientifiques sur les performances réelles des matériaux, d'un point de vue technique, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue sanitaire. Il y a des matériaux biosourcés qui ont des empreintes carbone fossiles supérieures à des matériaux faits avec des éléments minéraux et du contenu recyclé. Donc voilà, il n'y a pas, c'est quelquefois contre les idées reçues, mais en tout cas, il faut avoir cette approche rationnelle des choses. Et pour ça, les industriels ont leur responsabilité d'évaluer leurs matériaux et de communiquer de façon transparente sur les performances environnementales et sur les performances sanitaires de leurs produits. C'est important qu'on puisse fournir cette information aux concepteurs, aux ingénieries, aux architectes pour qu'ils puissent concevoir des bâtiments avec tous les éléments en main. Et juste pour finir, on parlait d'adaptation, de résilience. La résilience, ce n'est pas en mettant tous ses œufs dans le même panier. Donc on aura aussi besoin, et on a besoin de conserver une variété de solutions possibles pour construire nos bâtiments. Et tous les produits progressent. Les produits industriels comme les laines de verre, comme le béton, comme les plaques de plâtre, aujourd'hui et demain sont très différents de ce qu'ils étaient hier. Saint-Gobain a été capable de fabriquer un verre avec 100% de contenu recyclé et une empreinte carbone nulle. On a mis sur le marché un vitrage bas carbone avec 65% de contenu recyclé. On a une plaque de plâtre qu'on vient de lancer à 100% de contenu recyclé. On a des laines de verre aujourd'hui en moyenne qui ont plus de 60% de contenu recyclé. Donc les matériaux progressent, leur empreinte carbone se réduit, ils vont vers plus de circularité. Donc cette palette, cette diversité, c'est une source de richesse, c'est d'autant plus d'opportunités pour pouvoir accélérer la transformation. Merci. Vous parliez de la mesure qui est nécessaire, notamment à la phase d'ingénierie des projets. Cette phase d'ingénierie, Thomas, je me tourne vers vous, elle est de plus en plus importante. Elle s'appuie de plus en plus sur des données nouvelles, sur des connaissances nouvelles. Dans le même temps, dans l'ancien temps, les maires bâtisseurs n'aimaient pas trop la phase d'ingénierie parce que cette phase d'étude, ça coûte de l'argent, ça se voit pas et ça retarde la pose de la première pierre. Or, aujourd'hui, on réalise de plus en plus que pour ne pas se tromper, quand on va réaliser le projet, c'est bien cette phase d'ingénierie qui est déterminante. Et ces nouvelles données servent à objectiver des diagnostics. Est-ce que ces données, ces diagnostics, le rôle de l'ingénieur, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut justement être un bon support pour favoriser la coopération entre acteurs, pour se mettre d'accord sur la réalité ? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur ce que Grégory a dit tout à l'heure. Quand je disais que l'on ne faisait pas assez collectivement, je ne disais pas que ce que l'on faisait n'était pas bien ou était mal fait. Je voulais surtout dire, comme ce que tu soulignais, c'est-à-dire qu'on ne communique pas assez sur ce qui est fait dans des environnements de territoire qui ont peut-être atteint un niveau de maturité pour qu'on puisse le développer dans d'autres territoires, pour qu'on passe à l'échelle. Il y a un vrai sujet d'échelle pour franchir une étape. Et de la même façon, on est présent en France, mais on est présent à l'international. On développe des projets avec des solutions dans des conditions climatiques que la France rencontrera dans plusieurs années. Quand on essaye de mettre ces solutions ou de proposer ces solutions en France, on est confronté à des inadéquations réglementaires. Et à partir de là, on ne peut plus mettre ces solutions alors qu'elles ont été testées et qu'elles ont résisté dans le temps. Et ça, c'est fort dommage. Et c'est pour ça que je disais que collectivement, il faut que l'on puisse revenir à décider en fait quel est le cœur du projet que l'on veut défendre pour qu'il soit mis en œuvre du début à la fin
et qu'il soit ainsi l'assurance d'avoir une construction d'une partie de la ville qui est plus durable. Pour revenir sur la question, je crois qu'il faut donner un peu de contexte. Aujourd'hui, tous nos projets dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'environnement, de l'énergie, vivent à un champ de contraintes qui est de plus en plus grandissant, notamment sur 3 thématiques. Premièrement, les changements climatiques. On doit bien sûr faire des hypothèses avec les hypothèses actuelles, mais en se projetant avec des données climatiques à 5, 10, 20, 30 ans, voire plus. Des hypothèses qui ne sont pas benchmarkées par ailleurs. Et donc quand on les propose, elles peuvent être remises en cause par le contrôleur technique, par le constructeur, parce qu'elles sont trop chères, elles ne sont pas adaptées au développement du projet. Et donc ça ramène le cœur de la discussion sur la première phase de construction du projet. Quel est son cœur ? Comment on détermine qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel auquel personne d'autre ne touchera parce qu'il doit exister à la fin pour construire la ville durable. Donc ça, c'est un premier champ de contrainte très important. Le deuxième champ de contrainte, c'est la contrainte économique. On doit faire plus avec moins et dans un temps souvent encore plus court. C'est pas facile de répondre à cet enjeu-là, alors qu'en fait, il faudrait au début du projet se donner le temps de choisir les bons matériaux, les bonnes solutions pour pouvoir les développer avec les bons partenaires jusqu'au bout pour qu'ils ne soient pas remis en cause. Parce qu'en fait, il y a une véritable érosion du choix fonctionnel et technique du projet du début à la fin que l'on laisse passer parce que collectivement, on n'est pas ensemble. Et puis, il y a un enjeu de données et d'indicateurs. On a de plus en plus de données qu'on doit de plus en plus analyser pour répondre à de plus en plus d'indicateurs. Alors, fort heureusement, le digital est là. J'ai parlé tout à l'heure de double révolution, dont une révolution numérique. Le digital est là et il permet de mieux structurer les enjeux et les contraintes auxquelles on a à faire face. Et en les structurant, on se donne du temps. On donne du temps à l'ingénieur, on donne du temps au client pour discuter avec lui, dialoguer et choisir les meilleures solutions. Il y a beaucoup d'outils, on en a développé chez Aegis. On peut, par exemple, faire des analyses d'optimisation énergétique sur des bâtiments existants. On fait en moyenne une centaine de variantes pour choisir le meilleur bénéfice gain énergétique carbone émis. On est capable de faire des analyses de cycle de vie, des ACV, en 4 fois moins de temps qu'avant. Et donc, si on fait en 4 fois moins de temps qu'avant, on peut en faire 4 fois plus, mais on peut aussi générer à l'ingénieur plus de temps pour développer la meilleure solution ou le meilleur éventail de solutions à discuter avec le client. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Chez Aegis, on a développé un outil qui s'appelle Iris, basé sur les mêmes principes que ChatGPT, mais adapté par ses modules et par ses cas d'usage à ce dont a besoin l'ingénieur pour développer ses solutions. Et donc, on a créé pour chaque ingénieur un assistant personnel. Et c'est donc un muscle supplémentaire, un bout de cerveau supplémentaire qui lui permet d'analyser la donnée ou de faire analyser la donnée et de se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire d'analyser les avantages et inconvénients des solutions, de les analyser plus en profondeur pour pouvoir les discuter plus tôt avec le client, faire le meilleur choix, d'appeler si nécessaire des industriels ou des constructeurs parce qu'il y a des solutions qui nécessitent de les avoir à côté de nous pour être certains de les embarquer jusqu'au bout pour le bon coût et le bon usage. Et ça, c'est absolument essentiel pour construire la ville ensemble demain, de le faire comme ça, de bien concevoir que l'on a tous les outils, tu le disais Pascal, les solutions existent, mais on a aussi une capacité à projeter des solutions dans le temps que l'on peut mettre en œuvre aujourd'hui si on a le courage collectif de les assumer et de les tenir jusqu'au bout. Merci. Je vais poser une dernière question à Anna et ensuite on passera à des questions de la salle. Donc si les personnes qui passent les micros veulent bien se préparer. Anna, have we fixed this translation issue? Yes, it worked. Ah, so you got. Donc je peux parler en français, vous me comprenez? Il y a voilà, juste un tout petit temps de latence. Je vais le dire en français, du coup. En France, on regarde quand même très souvent la Suède comme un pionnier et un pays très avancé
sur les sujets de transition écologique. Je ne sais pas depuis combien de décennies on peut se baigner en été en plein cœur de Stockholm dans les baignades naturelles. Et ça fait, sur la question de la gestion des déchets, vous avez toujours été montré en exemple. Sur la question aussi des relations hommes-femmes, du congé parental qui est donné aussi bien au père qu'à la mère pendant très longtemps. Bref, sur les sujets écologiques et sociaux, et notamment dans ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, le domaine de la construction, de l'aménagement, de la rénovation, la Suède est quand même un modèle pour la France. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est mérité? C'est toujours le cas? Et surtout, comment voyez-vous la France depuis la Suède sur ces sujets-là? Yes, it's true that we're often mentioned as the pioneer country when it comes to ecological transition. And I mean, many of these things are true. In the 70s, we had the first UN conference on climate, and we had the first Environmental Protection Act, and also agencies. So, of course, it's not only kind of symbolic, it's actually decades of green policies that we produced. But I would say the positive side today is that we have a very large fossil-free sector when it comes to energy, and we have invested heavily in public transit and district heating, where we also recycle waste energy. And in Stockholm, we have managed to show it's actually possible to be a growing city, both when it comes to population and economy, and still reduce the carbon emissions with 65% since 1990. So that showcased that it could be good for the climate and for the economy. But still, I think it's a double-edged sword, actually, with this, pioneering or the story of success, because it's really a risk. And I could see that when I was managing the city, but I could also definitely see it on a national level. Like, we're green enough. We've done so much. Now it's their turn, and then they, turn to another country, and that's the danger, I would say. We need to accelerate effort all the time and continue to be as ambitious as we have been. And yes, I think we've been trailblazers, but are we really moving fast enough today? And I would see some problems now on the national level in Sweden. For example, if we talk about, the number one problem, the fossil industry, because it's still too many cars are on fossil fuels, and also the aviation. And it's also, not only in my country, but in many countries, the debate about economic interest and to balance that with climate action. So what our government has done now is that they have reduced the price on gas and the taxation on fossil fuel. And I think that's really problematic. So for the first time in 20 years, actually our emissions is increasing. And I've been criticizing this. Also the OECD recently criticized this heavily. And it could be a backlash. If we have problems with inflation, the economy, geopolitical tensions, it's so easy not to see the long term and what's needed to be done, and then starting to act a little bit populistic. And it's not only in my country, but I can see that as a real danger. So what we need to do is to continue the green transformation also when it comes to transport. And we've seen at the EU level as well, the Commission is starting, should we back down from the target to have no fossil-free cars or to ban them after 2035? And I think it's really, really important to show that the industry who's actually investing a lot in the green transition and alternatives actually can feel that it's a long-term commitment. What they invest today, that it's actually beneficial also in 10 years. And this uncertainty is not good for the market, for the planet, or for the people. So that's a problem. And I would say that when I look to France, I think there's several great initiatives there. I love the carbon budget. We have that in Stockholm. Many cities that's also very active in the C40 work with carbon budget, climate budget, where you can see figures every quarter if you are,
showing results about your ambitions, but also the lowest carbon electricity grid that France have, how they work with investments in the when it comes to trains and alternative transportation, and of course also the renovation program, to see millions of homes, to seek up them and have investments or subsidies when it comes to energy leakage. I think that is great too. And also to work, as we heard in the panel now, with innovative green possibilities when it comes to new construction, or to work with circular materials and so on when it comes to transforming existing buildings to homes. Or so I think that is great initiatives, and also the cities, because I think the cities is actually most important. They stand for the majority of the energy consumptions, but we can also see that the solutions are there. So a city as Lyon, working a lot with the other stakeholders in the Climate Pact, I think that's a great initiative. You have the academia, you have companies, you have the city, and everyone is aligned with the goals. And also when you have the goal of climate neutrality, I really favor that. Then you can measure it if you are in line with the goals. And another thing that I'm inspired by, and I think that Sweden hasn't come so far, is the urban food systems, where you have, especially in Paris, I've seen great initiatives where you grow food in the urban environments, and when you can have a sustainable business model for that as well, as for the city to procure urban agriculture food and serve it to the students or elderly in your city. I think it's both resilient and very climate friendly. So we have a lot of great initiatives in France, and I think the most important thing is now to exchange great policies, great initiative, and then to scale it. I'm talking about the material and the construction, as you were mentioning in the panel. I like the phrase of urban mining, where you actually also see that you can turn the waste into to assets in your city and reuse what you actually have. So I hope that this is we can do some joint project there. So I would say, yes, we've been successful, but don't rest on your laurels. Still, the ambition, you need to be still very ambitious to reach a new targets. Merci beaucoup Anna. Et bon, vous êtes rassurés Mais merci pour votre opinion très polie sur les politiques françaises et très diplomate. On a besoin de cette diplomatie, et on note aussi, Anna, votre invitation à organiser des voyages d'études à Stockholm pour échanger sur ces bonnes pratiques, aussi bien en France qu'en Suède. Je pense qu'il y aura beaucoup de candidats. Il nous reste 7 minutes pour prendre quelques questions du public. Une main vient de se lever, dégainez tout de suite par ici, et la deuxième sera ici, s'il vous plaît. Si vous voulez bien vous présenter et dire à qui s'adresse votre question, si elle s'adresse à une personne en particulier. Merci. Merci à tous pour votre engagement. Moi, c'est Armel Segretin. Je suis le directeur de la SCOP Satisfaire, qui fait des toilettes publiques qui fonctionnent sans eau, sans électricité, et qui permettent le retour au sol des matières, de nos matières humaines, qui constituent l'essence des nutriments et du carbone dont nous avons besoin et nos futures ressources. Nous avons la chance d'avoir sur Lyon installé nos systèmes, et je remercie Grégory Doucet et son équipe pour cela, avec de la végétalisation pour venir aussi amener justement ces éléments, ces îlots de fraîcheur grâce à nos matières recyclées. Ma question est relativement simple. Vous avez évoqué la durabilité, et c'est aujourd'hui qu'on construit les bâtiments qui seront utilisés dans 50 et 80 ans. Vous avez parlé de l'énergie énormément, vous avez parlé des matériaux, de la construction. Qu'en est-il de nos matières? Qu'en est-il de notre modèle de résilience? Est-ce que vous prenez en compte ces modèles-là? En tout cas, nous, on est prêts à travailler avec vous dans la construction, que ce soit sur l'ingénierie à Aegis ou avec la promotion immobilière. On a des solutions, ça fait 30 ans qu'on les travaille. N'oubliez pas, l'eau, c'est 25% qui part dans les toilettes, et c'est 85% de la pollution qui sont dans nos toilettes. Travaillons ensemble. Et, enfin, ma question, c'est vraiment, est-ce que vous prenez en compte ces aspects-là, ces enjeux-là, qui seront au cœur de nos problèmes de demain?
Merci Emmanuel pour une réponse. J'ai raison, on est très en retard. C'est un sujet sur lequel, en France, dans le bâtiment, on n'a quasiment pas démarré. C'est-à-dire que la réutilisation, le recyclage des eaux usées, alors on le fait d'un point de vue expérimental sur une opération à Vannes, où on récupère les eaux grises de la douche, des éviers, des lavabos, pour arroser les espaces verts, nettoyer les parties communes. Et donc on est quand même à un niveau assez débutant du sujet par rapport à d'autres pays. Je pense à l'Espagne, je pense à Israël, où ils sont très avancés. Ils recyclent, je crois, jusqu'à 80%, 85% des eaux du bâtiment. Et donc, sans parler des matières. Donc non, on est vraiment au démarrage de la réflexion. Par contre, il va falloir accélérer, je suis bien d'accord. Donc on a une première expérimentation avec la SOR. C'est encore assez coûteux d'un point de vue économique. Ça prend beaucoup de place parce que c'est une grosse machine en fait, qui filtre dans le sous-sol. Donc, mais il faut démarrer par là, il faut avancer, on va progresser. Mais on part de loin, je suis d'accord. Et je rappellerai que le cycle de l'azote et du phosphore est une des limites d'habitabilité de la planète pour les humains et que ces intrants dont vous parlez, alors le pipi caca, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est fondamental pour préserver l'habitabilité de la Terre. Et je signale une opération en cours de réalisation, je ne sais pas par quel promoteur elle est développée, dans la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement. Le bâtiment Pinard en rénovation tente une séparation du liquide et du solide dès ses toilettes avec une petite usine en rez-de-chaussée. Ça va servir d'intrant pour l'agriculture. Si ça vous intéresse, c'est assez documenté. Thomas. Juste un complément par rapport à ce que vient de dire Emmanuel et répondre assez directement à la question. Oui, on prend en compte ces solutions. Oui, on propose la réutilisation des eaux pluviales. Oui, on propose la réutilisation des eaux grises. Le problème que l'on a, c'est que la réglementation aujourd'hui en France, elle est bloquante. Notamment. Donc en fait, il faut que collectivement, on puisse faire des allers-retours avec les bureaux de contrôle et les organismes de certification pour proposer des solutions. En France, quand on veut dépasser la réglementation, il faut proposer des ATEX. Et donc, il faut faire des études en amont assez développées pour pouvoir le faire. Mais oui, on est assez moteur pour faire ça, oui, bien sûr. Une autre question. Alors, désolé, c'est complètement à l'opposé. Et on verra, ça risque d'être la dernière. Je suis désolé. Si vous êtes bref dans la question et bref dans les réponses, on pourra peut-être en prendre une deuxième. Allez-y. Merci de vous présenter. Je m'appelle Thérèse. Je suis élève dans un lycée classique italien, plus précisément Sardes. J'ai une question à vous poser. Après beaucoup d'efforts et de travail, nous avons quand même réussi à disposer des ressources nécessaires pour intervenir dans ce domaine. Nature égale avenir. Une équation parfaite. Du moins, ce sera le cas si nous travaillons ensemble. Vous avez cette semaine parlé des projets et fait des propositions excellentes, innovantes. Mais j'ai encore un doute. Que devons-nous vraiment faire pour changer les choses? Comme vous l'avez dit, il faut se demander davantage. Comment et avec qui, plutôt que pourquoi? Si les gens, par exemple, commençaient à ne plus changer continuellement les téléphones portables... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez poser votre question? Parce que là, l'idée, c'est une question, hein. Ce n'est pas une intervention pour donner son avis, c'est vraiment une question à nos intervenants. Il nous reste très peu de temps, s'il vous plaît. Juste une question. OK. Que devons-nous vraiment faire pour changer les causes? Alors, bon, en même temps, je pense que vous avez déjà beaucoup illustré ça depuis tout à l'heure, mais si quelqu'un veut revenir sur cette question... En fait, le but de la table ronde était de présenter justement tout ce qui était fait pour changer les choses. Je propose de prendre une deuxième question, puisqu'il nous reste 1 minute 50, et ça va permettre de répondre les deux en même temps, madame, si vous en êtes d'accord. Dernière question. Ah bah la minute 50, ça ne marche pas. Ah, monsieur. Monsieur par ici. Voilà. Merci, bonjour, Tristan Cario. Donc ma question, ce serait, on voit qu'au niveau des villes, on est un peu plus proactif justement sur la question du changement climatique. Vous parlez de travailler ensemble, c'est grand art que jusqu'au national, dans les préoccupations des gens, on leur demande souvent, l'écologie fait partie des, on va dire, des préoccupations majeures d'un top 5. On ne voit pas ça tellement reflété
au plus haut niveau, par exemple, de l'État, dans les textes, dans les lois, dans tout ce qui crée l'action gouvernementale au jour le jour. Vous, en tant que grands industriels, est-ce qu'il y a des industries en compétition? Est-ce qu'il y a des freins qui sont faits et qui expliqueraient ce manque de corrélation entre les attentes des citoyens et les textes et les décisions qui sont faites au plus haut niveau de l'État? 40 secondes pour une réponse à une question très pertinente, mais un tout petit peu complexe. Allez-y. Réponse courte. Les réglementations et les lois évoluent d'autant plus qu'on a été capable de démontrer l'intérêt et la faisabilité de faire changer les choses. Donc je pense que ce qui est important, et ce que nous en tout cas on essaie de faire chez Saint-Gobain, et c'est un des messages aussi je pense qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui, la collaboration, travailler avec les villes qui est quelque part le niveau très concret où on arrive à mettre en œuvre des choses efficaces rapidement, permet de faire la démonstration à une certaine échelle que les choses sont faisables avec des résultats, et après on peut se tourner vers le national, vers le législateur pour lui dire regardez ça marche. Donc et dans le secteur de la construction c'est fondamental. Avant de dire changer la loi, il faut montrer que ça marche, que c'est possible, et après la réglementation s'adapte pour suivre les démarches volontaires, on va dire. Donc il n'y a pas de frein. Il y a juste l'urgence de montrer, d'accélérer sur des projets concrets pour démontrer la faisabilité et l'intérêt, et après de se tourner vers le politique pour lui dire regardez, on vous a prouvé que c'est possible, ça marche, faites bouger la barre pour que tout le monde passe au même niveau de performance. Thomas, un complément ? Juste peut-être une tentative de synthèse entre les deux questions, pour rebondir sur ce que tu viens de dire Pascal. Le maître mot en fait c'est il faut faire des expérimentations, les faire savoir comme disait Grégory, et ainsi, on pourra passer à l'échelle et faire changer à l'échelle nationale des barrières et des freins. Merci d'applaudir nos intervenantes et intervenants, et merci à toutes et tous pour votre écoute.